fois, je pense que il n'y a pas toujours que deux voies. Il y a au moins une autre façon de faire. Et sur n'importe quel problème, vous pouvez dire ça. C'est une vérité en permaculture. Il y a toujours au moins une autre façon de faire. Et donc, le confinement a déjà démontré qu'il était une bêtise en termes de balance bénéfice-risque, que peut-être qu'il diminuait l'impact sur les réanimations et les hôpitaux, mais qu'on a fait peser tout le poids sur l'hôpital et à la réanimation sans jamais entrevoir une autre voie sanitaire. Donc, en fait, il y a plein d'autres façons de faire et à la fin, le confinement a été plutôt une bêtise parce que ces impacts sanitaires, sociaux, économiques, démocratiques, en fait, sont dans une fuite en avant totalitaire, une fuite en avant de la dette, une destruction des PME, des TPE, des restaurateurs, des artistes, une augmentation de la peur de chacun contre tous, de la peur de la police contre sa population, de la population contre sa police, une augmentation des communautarismes, etc., une augmentation des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes, sans compter les effets sanitaires sur les cancers et les retards diagnostiques sur les cancers, les hémopathies, les lymphomes, les leucémies, et les effets collatéraux psychiatriques, en fait, ou psychologiques. On va tous plutôt très mal, quoi, actuellement. Et donc, le confinement, pour moi, n'est pas une option, en fait. Et il faut réfléchir à d'autres façons de faire. Alors, il y a d'autres façons de faire. D'autre part, vous avez des données, en fait, notamment dans l'étude de Toussaint et autres, dans Frontiers, qui est sorti récemment, qui montre que c'est pas un facteur qui change quelque chose à la mortalité, le fait de confiner ou pas. Que ces mesures sociales-là, elles changent rien à la mortalité. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'elles ne font que diminuer la tension sur les réanimations et l'hôpital. Et donc, c'est pas un but en soi, en fait. Et il y aura pas de surmortalité. Donc, c'est pas un choix entre est-ce que vous abandonnez les vieux et vous laissez faire la nature, ou est-ce que vous confinez pour sauver les vieux? C'est pas vrai, en fait. Cette dialectique-là est fausse. Je réponds à Louis Fouché. Il a fait deux parties dans sa réponse. Une partie que je trouve très intéressante, qui est la première, c'est tous les effets secondaires du confinement. C'est sûr que le confinement, c'est pas la meilleure mesure. C'est évident, c'est une mesure qui est grossière. C'est-à-dire que vous fermez tout, et on sait aujourd'hui qu'il y a 85% des contaminations qui se font dans certains lieux. Donc si on se limitait à ces lieux-là, ce serait bien mieux que de tout fermer. On aurait beaucoup moins d'effets secondaires du confinement, et on aurait l'efficacité qui est quasiment atteinte par les mesures de restriction. Donc c'est sûr que c'est mieux. Le problème, c'est que tant que vous le savez pas, et vous faites ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est jamais bien. Mais le problème, c'est que plus vous êtes dans l'ignorance, plus vous faites grossier, et moins vous faites bien. Ça, je suis d'accord. La deuxième partie sur les chiffres de Toussaint, moi, je pense que c'est complètement bidon. Parce qu'il y a plein d'études. D'ailleurs, vous aviez eu une vive altercation. Non, mais voilà, Toussaint, ce qu'il produit, c'est pas de qualité. Je suis désolé de le dire. Il dit qu'il n'y a pas de baisse de l'espérance de vie. Donc ça a été d'ailleurs sorti un peu par Didier Raoult, qui a repris des données de l'INED de l'époque, et qui a mis en avant ce qu'avait dit quelqu'un de l'INED, et qui avait dit la perte d'espérance de vie sur la première vague, elle est que de 0,2 années. Mais c'est vrai qu'avec 30 000 morts, vous réduisez pas l'espérance de vie de la population globale de manière très importante. On se doute, on est 67 millions, 30 000 morts. Voilà. Et après, il a mélangé ça avec ce qu'on appelle l'effet moisson. Et c'est là qu'il y a eu une fourberie intellectuelle, comme souvent avec Didier Raoult. L'effet moisson, c'est un phénomène démographique qui est bien connu. C'est l'idée de dire que les gens qui sont morts du Covid seraient morts 3 mois plus tard, globalement. Donc en fait, 3 mois après, vous allez observer une baisse de la mortalité qui va strictement compenser la surmortalité que vous avez eue pendant ce confinement. Cette idée est fausse. Et il y a un papier qui est sorti, parce qu'après, au bout d'un moment, il y a des gens quand même qui travaillent, au lieu de simplement surfer sur des idées comme ça, et qui ont calculé combien d'années de vie ont perdu les gens qui sont morts de la Covid. Alors c'est une distribution qui n'est pas du tout gaussienne, c'est une distribution qui est gamma comme ça, et effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas perdu grand-chose. C'est sûr que les gens qui sont morts dans les maisons de retraite, on sait qu'on n'a pas une espérance de vie très importante quand on est en maison de retraite. Ils n'ont pas perdu beaucoup d'années de vie. En revanche, il y a quelques patients, un bon nombre de patients qui ont perdu beaucoup d'années de vie quand même. Et cette étude qui a pris les patients italiens, qui les a appareillés avec des données de l'OMS pour savoir l'espérance de vie qu'auraient eu ces gens s'ils n'étaient pas morts du Covid, la moyenne c'est 13 ans pour les hommes, 11 ans pour les femmes. Donc on ne peut pas dire qu'à l'échelle individuelle, les gens ils n'aient pas perdu beaucoup d'années de vie. Après c'est sûr, on s'est confiné, donc on a cassé l'épidémie, il n'y a eu que 30 000 morts, c'est quand même 30 000 morts, donc à l'échelle de la population, si vous prenez la moyenne d'espérance de vie, elle n'a pas beaucoup diminué. Donc voilà l'explication de cette espèce de sophisme qui a été fait
pour dire que ça n'avait aucun impact sur la mortalité, le confinement. En plus, c'est totalement faux. Si on s'était pas confiné, il n'y a pas une personne sérieuse en épidémiologie qui dit pas qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts. On sait pourquoi, parce qu'il y a eu la séquence temporelle. La chute de la contamination est arrivée strictement le temps qu'on avait prévu après le confinement. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait eu beaucoup plus de morts, la courbe serait montée beaucoup plus haute. Il y a un village au Brésil où ils ont laissé passer l'épidémie sans rien faire. Il y a eu 0,8% de la population qui est décédée, et c'est des populations qui sont jeunes. Donc c'est évident que si on avait laissé la première vague passer, on aurait eu, je pense, autour de 200-230 000 morts, et on n'aurait pas eu les 30 000 morts qu'on a eu. Alors, là. je voulais en parler un peu plus tard, mais vous avez vivement attaqué. Oui, répondre. Et le docteur, bien sûr, vous avez vivement attaqué le professeur Raoult, donc on va le toucher. Vous posez des arguments d'autorité, en fait, sur l'épidémiologie, en disant, voilà, il n'y a pas une personne qui ne devrait pas penser comme vous. En fait, il y a pas mal de personnes qui ne pensent pas comme vous. Et les chiffres que vous donnez, notamment sur les 230 000 morts, les 400 000 morts avancés par le gouvernement pour justifier le deuxième reconfinement, sont juste absolument faux, sortis d'un chapeau de modélisation. Et en fait, c'est la grande leçon de ce Covid pour moi, c'est que l'interprétation algorithmique du big data épidémiologique, en fait, nous conduit à des erreurs systémiques majeures, en fait, et à regarder par un tout petit bout de la lorgnette des choses qui sont une réalité de manière parcellaire, un peu comme le font les zététiciens ou les fact-checkers, qui finalement prennent des tout petits morceaux de la réalité et ne sont pas capables de voir le schéma d'ensemble. Donc d'une part, sur le premier confinement, je vous réponds, cette idée d'avoir économisé 60 000 morts, vous n'avez pas dit le chiffre, heureusement, parce qu'en fait, elle a été retoquée, mais de partout, et donc c'est complètement faux, vous n'avez rien économisé. L'autre chose, c'est sur la séquence temporelle. On a la chance à Marseille de ne pas avoir que Didier Raoult, on a l'ensemble de l'IHU, vous devriez venir et rougir de honte en voyant ce qui s'y passe, en voyant les staffs et le niveau des gens. Il y a des épidémiologies, il n'y a pas que Didier, hein. Il y a un monde fou, il y a un monde fou qui travaille comme des malades. C'est le plus grand centre, en fait, en termes de rayonnement intellectuel en Europe actuellement. Et juste, venez voir le nombre de séquenceurs qui séquencent des génomes toute la journée, donc le nombre de c'est un argument d'autorité aussi, hein, etc. C'est juste absolument incroyable. Et que vous ayez un problème d'ego ou un problème de jalousie, ou que plein de gens aient des problèmes à la SPILF de jalousie vis-à-vis de ça. Je sais pas, j'ai un ego comme tout le monde. Mais ça devrait vous devriez vous sortir de ça et regarder la réalité de ce qui s'est publié, etc. Donc après, on a la chance d'avoir les marins-pompiers, l'équipe Comet, qui travaille sur les eaux usées et qui ont permis de regarder comment se passaient les clusters et d'avoir une idée bien avant les autres de quand est-ce que les clusters commencent, quand est-ce qu'ils se terminent. Et en fait, c'est la réalité dans une épidémie, c'est que ça commence dans les eaux usées et dans l'eau. Et ça devrait nous faire réfléchir en fait sur les modalités de transmission et sur les modalités de prévention qu'on a choisies. Donc ça commence dans l'eau, c'est la première chose. Et ensuite, il y avait le nombre de demandes de tests qui augmente, puis le nombre de cas positifs, de tests positifs à SARS-CoV-2 qui augmente, puis les hospitalisations, puis les réanimations, puis les décès. Et dans l'ordre inverse, à la diminution. Et ben vous savez quoi ? Comet a découvert qu'en fait, 15 jours avant le confinement, déjà ça commençait à baisser. Et c'est pareil à Paris, ça a été sorti il y a 2 jours, tous les arrondissements parisiens commençaient à baisser. Donc là, vendre la sauce du confinement au motif que ça aurait été ça qui aurait stoppé l'épidémie, c'est faux. Ça n'a rien arrêté du tout et vous n'avez aucune idée de ce qui serait passé sans confinement. Si vous en avez, des pays n'ont pas confiné. Ah, chance. Et des pays ont confiné pendant 6 ou 7 mois. Et c'est rien que ces comparaisons-là sur les l'Argentine et la Suède, Louis Fouché, pour les auditeurs. Voilà. Doivent vous dire, le confinement est une mesure absurde, idiote, qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Et rien que ça devrait vous faire réfléchir pourquoi les humains avant n'y avaient pas pensé. Parce que c'était une connerie. Oui, parce que Martin Blachier, c'est vrai, quand on ne pense pas comme vous, est-ce qu'on est forcément un charlatan ? C'est ça qu'on a envie de vous demander. Non, mais pas du tout. Mais moi, il y a des gens qui a parfois le sentiment vous savez, moi, je regarde tout ce que tout le monde dit. Donc voilà. Après, il y a des choses que j'entends qui me font sauter au plafond. Quand j'entends qu'il y a une seconde vague parce que c'est un variant du virus, ça me fait sauter au plafond. Quand j'entends que avec 4% d'immunité collective, on a une vague épidémique qui s'arrête, d'un point de vue épidémiologique, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est ça. Après, la séquence que décrit Louis Fouché, elle est vraie. Les eaux, voilà, mais ça, tout le monde est d'accord. Je veux dire, bon, ok, oui, c'est sûr, c'est la séquence. C'est d'abord les eaux parce que c'est très précoce. Ensuite, les contaminations parce qu'on met un peu de retard à tester. Et puis tout ce qu'il a énuméré. Après, que les gens soient bons à Marseille, je dis pas le contraire. Après, moi, j'avais l'impression qu'à Marseille, c'était surtout une équipe de microbiologistes et de virologues, comme ce qu'est Didier Raoult. Et que dès qu'il se met à parler d'épidémiologie, j'ai l'impression qu'il dit des bêtises. De charlatan. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je crois que c'était la deuxième partie de l'émission quand on devait parler de ça. Mais je peux dire là-dessus. Pourquoi j'ai dit charlatan ? C'était à dessein. C'est de dire que quand vous avez 5 ou 6 études, alors ça, il peut demander à Bruno Falissard d'ailleurs, randomisées. Bruno Falissard ne croit qu'à la randomisation pour voir les choses. C'est-à-dire que vous tirez au sort. Le fait de tirer au sort, c'est là que vous voyez si un traitement est efficace ou pas efficace. Quand vous avez 5 ou 6 études cliniques,
de grande ampleur. L'hydroxychloroquine, pour l'instant, c'est le produit qui a été le plus étudié dans le monde, avec des études cliniques. Tout le monde y a cru. D'ailleurs, c'est comme il le dit très bien, c'est pas Didier Raoult qui a trouvé l'hydroxychloroquine, ce sont les Chinois. Il l'a testé, que vous avez 5 ou 6 études cliniques randomisées qui vous disent que ça ne marche pas, et que vous arrivez à la télé en face du président de la République et que vous disent mais regardez, moi j'ai regardé mon taux de mortalité dans mon service, je le compare au taux de mortalité, ce qui est un niveau méthodologique mais honteux, on ne devrait même pas avoir le droit de montrer ça, et regardez j'ai un taux de mortalité qui est plus bas et les Parisiens tuent leurs patients parce qu'ils n'utilisent pas l'hydroxychloroquine. Là on rentre dans la charlatanerie et on rentre dans la tromperie. Maintenant je m'en fous moi de Didier Raoult. De toute façon, je ne le connais pas, il n'est pas dans ma sphère. Moi, je ne critique pas l'infectiologie. Je dis juste, je connais bien la méthodologie des études cliniques parce que ça fait 10 ans que je travaille dessus. Et quand j'entends ça, je dis, ça, c'est faux. Et quand on me dit non, pas du tout, je dis, bah si. Et qu'on continue d'insister alors qu'on a la preuve que c'est faux, qu'est-ce que c'est ? C'est de la mauvaise foi. C'est de dire, je suis tellement sûr de moi que ma confiance en moi dépasse la preuve scientifique. Et c'est pour ça que j'utilise le mot charlatanerie. Quand il vous dit qu'il y a plein de pays qui, enfin, en tout cas, il a cité le cas de pays qui n'avaient pas pratiqué le confinement et qui n'avaient pas eu d'effet si négatif, et d'autres, à l'inverse, qui l'avaient pratiqué. Je pense qu'il parlait de l'Argentine, et on l'avait vu, en 7 mois, ça n'a pas eu tellement de... Bon, l'exemple typique, c'est la Suède. D'accord ? Où il n'y a pas eu de confinement. Où il n'y a pas eu de confinement. Mais attention, encore, ce mot confinement, il est extrêmement galvaudé. En fait, le confinement, ça ne veut rien dire. Non, mais parce que le confinement, c'est vous restez tous chez vous. Je l'ai dit en début d'émission, le confinement, c'est extrêmement grossier. Le confinement regroupe un ensemble de mesures. Là-dedans, il y a des choses efficaces, il y a des choses pas efficaces. Vous donnez une attestation pour vous empêcher d'aller à 1 km de chez vous, ça sert à rien. Je suis d'accord. Ça sert à rien. Fermer les restaurants et les bars, c'est extrêmement utile. Toutes les études le montrent aujourd'hui. Et donc ça, vous êtes pour les maintenir fermés? Non, mais je suis pour rien du tout. Moi, je suis pas un homme politique. Je suis pas quelqu'un qui décide. Je suis un expert et j'essaie d'apporter j'essaie de faire comprendre aux gens ce qu'il y a dans les études qui sont un peu compliquées à lire. Les bars et les restaurants, ça propage l'épidémie. Les grosses soirées, ça propage l'épidémie. Marcher à 2 km de chez vous, ça propage pas plus l'épidémie que marcher à 1 km de chez vous. Le métro, ça propage pas l'épidémie. Le métro, non, ça propage pas l'épidémie. Il y a plein d'idées en fait. Aujourd'hui, on le sait, on regarde les données, on a directement la preuve, on n'a même pas besoin de chercher des explications, parce que les explications, c'est toujours des espèces d'hypothèses, qu'on a chacun son explication. Les métros, parce qu'il n'y a probablement pas de brassage, parce que les gens restent pas très longtemps dans les wagons, parce que les gens portent le masque, parce qu'il y a des conditions d'aération qui sont un peu importantes, ne propagent pas l'épidémie. Donc effectivement, dans le confinement, il y a plein de choses qui servent à rien. Donc c'est possible qu'il y ait des pays qui aient cassé leur vague épidémique sans confinement. D'ailleurs, la Suède, parce que tout le monde s'est posé la question sur la Suède. On a envoyé des épidémiologistes en Suède. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les Suédois ont réduit de 70% leurs rapports sociaux. De 70%. Les Suédois ne sont pas retournés au travail. Et on sait que le travail, ça a vraiment refait démarrer l'épidémie. Ils sont extrêmement limités eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que ça a marché. Louis Fouché, sur les restaurants ? Sur les restaurants, je pense qu'ils ont besoin de travailler en fait. Et que rien que ça devrait être mis en balance en fait avec ce que vous proposez. Le nez collé sur l'épidémie, le nez collé à vouloir diminuer le R0, le nez collé à vouloir diminuer la tension sur la réanimation. En fait, vous oubliez la vie. Vous êtes dans un monde qui est protégé de tout, où le curseur de la sécurité est maximal, quitte à être dans une tyrannie, quitte à détruire l'économie. En fait, je pense qu'il y a une juste tension entre la sécurité et puis la liberté. On est en train de passer ce curseur de manière beaucoup trop importante. Mais Louis Fouché, moi je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites ça, et je trouve que ça c'est un débat extrêmement intelligent et vous avez raison de l'apporter dans la sphère publique. Moi je ne me suis pas fait que des amis quand j'ai eu pas loin de ce genre de discours. Mais c'est dommage finalement de salir votre beau discours, je trouve, avec des trucs bidons comme les trucs de Toussaint ou les trucs de Raoult. Parce que vous, ce que vous apportez, c'est intéressant. De dire qu'il faut faire du bénéfice-risque et qu'on est dans une société qui est prête à... Moi, je me suis pas fait des années, parce que j'ai dit qu'on sacrifiait ma génération pour sauver la génération des gens qui avaient 80 ans. Donc ça, c'est une réalité et c'est un débat qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, il y a plein d'hommes politiques qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Vous avez entièrement raison de lancer ce débat-là. » Et Louis Fouché, vous reprenez... Et ça, vous avez entièrement raison. Mais c'est pas la peine, pour appuyer cette intuition que vous avez qui est extrêmement juste, d'aller chercher les trucs bidons de Toussaint, qui est le seul au monde à dire que en gros le confinement a eu aucun impact sur la mortalité, en faisant une analyse à composantes multiples qui n'a aucun... Enfin voilà, il est pas bon quoi, je suis désolé, il parle de ce qu'il connaît pas, donc c'est dommage que vous salissiez votre discours avec des trucs comme ça. Alors moi, je parle ni de salir, ni d'être bidon, ni de tous ces mots-là. En fait, tout ça, c'est comme les mots étiquettes, c'est comme rassuriste. En fait, j'ai lu un livre il y a très longtemps qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, de Marshall Rosenberg, qui est un des pères de la communication non violente. Et en fait, chaque fois que vous décidez qu'un mot est un mur, vous venez écraser votre pensée.
La réalité, c'est que il n'y a pas que Toussaint qui parle comme ça. Les analyses en composantes principales sont une des façons de faire, en fait, dans ce genre de choses-là, où on cherche de manière multivariée à savoir qu'est-ce qui influence quoi et dans quelle mesure ça influence quoi. Donc voilà, que la méthode utilisée. Par contre, si vous devenez dogmatique sur la méthode, là, ça pose problème, en fait. Comme les gens qui sont dogmatiques, en fait, sur le vaccin, comme les gens qui sont dogmatiques sur la Vierge Marie. La Vierge Marie est vierge? Bah non, elle a eu un enfant. Si, elle est vierge. Bah non. Ah, et au bûcher, vous pensez pas comme tout le monde. D'accord. Les vaccins, ça marche toujours. Bah non, enfin ça dépend. Non mais Louis Fouché, moi je veux bien, mais allez, si vous êtes anti-vax, au bûcher, etc. Et en fait, on a ce problème-là dans la médecine d'une prolétarisation progressive, c'est-à-dire que les agents eux-mêmes de la médecine sont devenus les agents de la technique, les agents de la méthode, et ne sont plus capables d'avoir du recul. Et ça, c'est un vrai problème en fait. Aujourd'hui, quand les gens lisent les études scientifiques, regardez l'étude sur, on va pas en parler aujourd'hui, mais sur Dan Masque par exemple. L'étude est formulée d'une manière à vous faire penser que le masque est utile, alors qu'en fait, elle dit le contraire dans ses résultats. Donc, en fait, voilà. Et on a un vrai problème avec cet outil scientifique que vous mettez en avant, qui est en fait cassé aujourd'hui. C'est une boussole à dire le Nord, qu'on a cassé simplement par le niveau de corruption, le niveau de conflit d'intérêts. Ça, c'est pas que moi qui le dis, hein. C'est Kamran Abbasi, le directeur exécutif du BMJ, c'est tous les autres. Il dit Covid-19, politicization, corruption and suppression of science. Et c'est de tous les côtés, si vous voulez. Donc vous pouvez le mettre sur le dos de Didier Raoult et de l'IHU. Moi, je pense pas. Je connais le type qui fait la méta-analyse en temps réel sur l'hydroxychloroquine. C'est un type, je vous assure, rencontrez-le. Vous verrez, j'ai jamais vu un scientifique comme ça. Quelqu'un qui a peur parfois que la virgule soit pas mise au bon endroit, etc. Qui est d'une rigueur en fait dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il lit. Et donc lui, il a fait le taf, il a fait le boulot d'aller lire jusqu'au bout toutes les études sur l'hydroxychloroquine, les appendices, les préprints, la différence entre les préprints et la publication finale, les conflits d'intérêts, des structures au-dessus qui hébergeaient et pas seulement qui hébergeaient les recherches et pas seulement ça. Pour réussir à conclure qu'à la fin, c'est utile. Eh bien justement, on va en parler de ces conflits d'intérêts. On est en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h.